Salut à tous et à toutes, nous sommes le jeudi 14 mai 2026, quatrième sortie de ce grand journal. Dans cette semaine, soit Radio Énergie, le flow et l'attitude, en air avec du style. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Alexa, open Swag Radio. Merci de votre fidélité. Voici les grandes lignes de l'actualité. Donald Trump a été reçu jeudi 14 mai à Pékin par Xi Jinping pour des discussions lors desquelles le président américain entend obtenir des succès économiques auprès de son homologue chinois, préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine et naviguer des questions épineuses. Guerre d'Iran, Taïwan, le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Les deux chefs d'État au Temple du Ciel, un lieu emblématique de Pékin, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. C'est merveilleux, c'est un endroit incroyable, la Chine est magnifique. Une bonne humeur affichée après un peu plus de 2 heures de discussion. Les premières entre un président chinois et américain en Chine depuis 2017. Et la dernière fois, Donald Trump occupait déjà le poste. C'est un honneur d'être avec vous, c'est un honneur d'être votre ami et les relations entre la Chine et les États-Unis seront plus fortes que jamais. J'ai toujours été convaincu que les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis l'emportent sur nos divergences, qu'une relation sino-américaine stable est un atout pour le monde. La coopération profite aux deux parties, tandis que la confrontation leur nuit. Nous devons être partenaires et non rivaux. Mais le ton se fait rapidement moins léger. Au sujet de Taïwan, le président chinois prévient d'entrer son homologue américain d'un risque de conflit entre leurs deux pays si la question autour de l'île est mal gérée. Taïwan a répondu à distance en déclarant que les États-Unis ont réaffirmé leur soutien clair et ferme à l'île. L'Iran est également au cœur des préoccupations. La Chine est le premier acheteur de pétrole iranien. L'administration américaine voudrait faire pression sur Pékin pour qu'elle réduise son soutien à Téhéran. Mais cette visite a aussi une très forte connotation économique. Le commerce, l'intelligence artificielle et les terres rares sont également au programme. Donald Trump est venu accompagné de 17 chefs d'entreprise, notamment Elon Musk, et Jensen Huang, patron d'NVIDIA, géant américain des puces électroniques. Devant ses patrons, Xi Jinping a promis que la porte de la Chine continuera de s'ouvrir toujours plus grand au monde. La journaliste chinoise de la chaîne CGTN News à Pékin, Shen Huizang, parle de la relation entre les États-Unis et la Chine. Il faut que les États-Unis et la Chine puissent œuvrer ensemble pour préserver cette dynamique favorable. Écoutons les détails dans ce grand journal. Exactement, parce que quand on regarde les deux grandes économies du monde qui représentent déjà un tiers sur le PIB mondial, il faut qu'ils puissent trouver un accord. Et comme ce matin, dans la matinée en Chine, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu au Grand Palais du Peuple avec le président américain Donald Trump, en visite d'État en Chine, il a souligné, le président Xi, je cite, « Il n'y a aucun vainqueur dans une guerre commerciale. La nature même des relations économiques et commerciales sino-américaines est celle d'un bénéfice mutuel et un gain partagé. » Il y a bien sûr des divergences, ils sont réels, mais il faut concentrer sur quelques principes d'accord. Bien sûr, il y a les divergences dans le commerce, les droits de douane, l'accès au marché, mais hier, les équipes économiques sont parvenues à un résultat, selon le président chinois Xi Jinping, qui a qualifié de globalement équilibré, donc c'est plutôt un signal positif. Et puis, les deux parties doivent désormais œuvrer ensemble pour préserver cette dynamique favorable. Et puis, bien sûr, il y a aussi des dossiers sur la technologie, semi-conducteurs, intelligence artificielle, les terres rares, mais je pense que l'essentiel, à mon sens, ce n'est pas la liste de désaccords, mais aujourd'hui, les listes et les intérêts communs qui l'emportent sur les divergences. Et d'ailleurs, les deux pays doivent être des partenaires et non des adversaires, selon le président Xi. Il pose surtout la vraie question stratégique entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que les deux pays peuvent échapper au piège de Thucydide ? Donc, c'est le risque quasi mécanique de guerre entre une puissance montante, en l'occurrence la Chine, qui menacerait peut-être de supplanter une puissance dominante, donc les États-Unis, dans une thèse qui a été formulée par un professeur de Harvard en référence à l'histoire grecque Thucydide qui voyait dans la montée d'Athènes face à Sparte. Donc je pense que du côté de la Chine, elle ne demande pas aux États-Unis de penser comme elle,
de faire comme elle. Elle demande simplement l'égalité, la réciprocité et le respect. Ce sont les 3 mots que la Chine met désormais systématiquement en avant. Et c'est ça, je pense, la lecture chinoise pour une voie de coopération et d'entente avec les États-Unis. Zoom sur la présence chinoise aux États-Unis. Des entreprises chinoises rachètent massivement des terres agricoles aux États-Unis, qui sont parfois situées très proches de sites militaires sensibles. Cette tendance inquiète sérieusement le Pentagone. Récit signé France TV Info dans ce grand journal. Voici l'une des régions les plus agricoles des États-Unis, la Caroline du Nord. Mais ici, beaucoup de ces terres ne sont plus américaines, elles sont chinoises. Oui, la Chine rachète petit à petit toutes les fermes des environs et a même construit ici la plus grande usine de viande porcine au monde, bien loin de l'Empire du Milieu. Pas de drapeau, ni de signe distinctif. Une simple pancarte, Smithfield. Derrière ce nom couleur locale, une entreprise privée mais en contrat avec le gouvernement chinois. Et ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. On n'autorise aucune vidéo ici. En Caroline du Nord, 99% des cochons élevés sont désormais chinois. Ils ont mis des gens comme moi sur la paille. Ils ont un monopole sur tout, ils ont même des bouchers, la nourriture pour les cochons. On ne peut pas les concurrencer. Mitchell Porter est l'un des rares à posséder encore quelques bêtes. C'est bizarre pour moi de voir un pays étranger produire de la nourriture ici. Je ne comprends pas pourquoi on les laisse contrôler nos intérêts. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vont pas arrêter quand ça leur chante? Mais au-delà de la souveraineté alimentaire, il y a plus grave, selon les fermiers alentours. Sur la parcelle voisine, cette agricultrice s'inquiète de la proximité des terres chinoises avec des bases militaires américaines. Je peux en citer au moins 4, à moins de 2 heures de route. La principale est à peine 15 km. On se demande quelles sont les intentions des Chinois ici. C'est assez effrayant. Cela lui rappelle de vieux souvenirs, quand en 2023, un ballon chinois accusé d'espionnage avait survolé la zone. Le ballon a fini son périple juste à côté de notre ferme. Vous voyez les traces des avions de chasse qui encerclaient le ballon pour l'abattre. Apparemment, ici, c'est un endroit clé pour les Chinois. Ce qui est troublant, c'est que la Caroline du Nord est loin d'être une exception. Regardez cette carte. En rouge, les comtés où des Chinois ont acheté des terres agricoles ces dernières années, parfois seulement quelques kilomètres carrés. Mais beaucoup se trouvent à proximité de bases militaires stratégiques ici en jaune. Pour cet ancien du FBI, spécialiste du contre-espionnage, il n'y a pas de doute. On a déjà vu ce schéma. Ils n'achètent pas des terres n'importe où ou par hasard. Nos renseignements ont des infos fiables qui disent que c'est une opération en cours. Ils peuvent utiliser ces terres pour du renseignement, intercepter des communications et surveiller ce qui rentre et sort des bases est beaucoup plus simple en étant sur place. Le gouvernement américain est d'autant plus inquiet que depuis une loi de 2017, les entreprises privées chinoises aux intentions purement commerciales peuvent être contraintes par Pékin à participer à des opérations de renseignement. Mais certaines éveillent très vite les soupçons. Dans les plaines du Dakota du Nord, des champs à perte de vue et cette base militaire, l'une des plus stratégiques du pays. C'est là que sont testés les drones du futur et les innovations de défense anti-aérienne. Une société chinoise a voulu s'installer à peine 20 km de là. Notre propriété était juste là. Cet agriculteur a été approché pour un contrat juteux et l'obligation de signer un accord de confidentialité. On était déjà en plein processus de vente quand j'ai su qui était vraiment derrière. Ils offraient un prix de promoteur plutôt que le prix classique d'un projet agricole. Plus de 2 fois ce que j'aurais pu obtenir pour ces terres normalement. Les voisins ont tiré la sonnette d'alarme, intrigués par une succession d'éléments suspects. Au début, il s'appelait Fufeng. Quand on a commencé à s'y intéresser, c'est devenu Fufeng USA. Ils ont changé leur nom. Dans leur usine de maïs, ils voulaient des tours de refroidissement de 90 mètres de haut. C'est du jamais vu. Des tours aussi hautes, la norme c'est 45 mètres, c'est tout. Mais pourquoi? Ah bah, c'est justement le problème. Sûrement pour accéder au ciel et à toutes les informations qui s'y trouvent. Le Pentagone est intervenu et a cassé la vente. La base aérienne voisine craignait une opération d'espionnage.
L'entreprise chinoise n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ce sont finalement des investisseurs belges qui ont acheté les terres. Le gouvernement américain vient d'annoncer un projet de loi pour interdire à l'avenir la Chine et les autres pays étrangers rivaux d'acheter des terres agricoles ici, aux États-Unis. Xi Jinping met en garde Donald Trump contre une mauvaise gestion de la question taïwanaise. Dans un contexte de tension croissante entre les grandes puissances mondiales, le président chinois Xi Jinping a adressé un avertissement ferme à Donald Trump, le président américain, concernant la gestion du dossier sensible de Taïwan. Le récit est signé TV5 Monde dans ce grand journal. Poignée de main appuyée au pied du palais du peuple. La visite de 3 jours de Donald Trump en Chine vient de débuter par un accueil en grande pompe. Le dernier déplacement d'un président américain remonte au sien en 2017 lors de son premier mandat. Le président américain revient accompagné d'une imposante délégation. Sur les marches de ce haut lieu du pouvoir chinois, tout ce que l'Amérique compte de grands patrons, d'Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, à Tim Cook pour Apple, sans oublier Boeing ou Nvidia. Sur le commerce, Taïwan et l'Iran, les 3 grands sujets du moment, les 2 pays espèrent pouvoir dégager à minima des compromis. Les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis l'emportent sur nos divergences. Et le succès de chaque pays représente une opportunité pour l'autre. Une relation sino-américaine stable profite au monde entier. C'est un honneur pour moi. Nous avons toujours entretenu d'excellentes relations et nous nous sommes toujours bien entendus. Lorsque des difficultés survenaient, nous les surmontions. Je vous appelais et vous m'appeliez dès que nous avions un problème. Ce que les gens ignorent souvent, c'est que nous trouvions toujours une solution très rapidement. Une posture certes volontariste et des accords commerciaux à la clé dans les domaines de l'agriculture et de l'aviation. Suffiront-ils à surmonter les profonds sujets de désaccord entre les 2 puissances? À commencer par Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces et sur lequel elle n'est prête à aucune concession. Xi Jinping a souligné que la question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les 2 pays pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les 2 pays se heurteront, voire entreront en conflit. Les États-Unis fournissent un important soutien militaire à l'île, sans pour autant reconnaître ouvertement ses velléités d'indépendance. Partout dans le monde, les entreprises espèrent que la visite de Trump en Chine apportera un certain répit sur secteurs qui ont le plus souffert des droits de douane. Le secteur automobile allemand figure parmi les plus touchés. Des grandes marques automobiles aux fournisseurs en aval de la chaîne d'approvisionnement. Reportage signé CGTN News dans ce grand journal. Les relations tendues entre la Chine et les États-Unis ont coûté cher à l'entreprise d'Armin Rupala. ERA Consulting développe des outils logiciels et des systèmes électroniques pour les véhicules. La société allemande possède également des bureaux aux États-Unis et en Chine, et c'est là que les droits de douane l'ont le plus durement touché. Dans le secteur des logiciels, nos activités en Chine sont stables depuis plusieurs années, sans aucun problème. C'est uniquement parce que nous importons des composants matériels techniques des États-Unis dont nous avons besoin pour que nos logiciels fonctionnent. C'est là qu'est le problème. Les droits de douane n'ont fait qu'aggraver les difficultés d'une industrie automobile déjà en difficulté. Pour le secteur automobile allemand, qui revêt une importance cruciale, cela a été dévastateur. Des entreprises comme BMW, Audi ou Volkswagen ont vu leurs ventes baisser partout dans le monde. Nous avons une capacité de production excédentaire à l'échelle mondiale et cet effet se répercute sur tout le monde. Je dirais donc que ces 2 dernières années, et cela fait déjà 40 ans que je travaille dans ce secteur, ont vu le plus grand carnage auquel j'ai jamais assisté dans notre industrie automobile. L'ensemble du secteur manufacturier allemand a également été touché. Le conflit commercial avec les États-Unis nous touche directement, en particulier les droits de douane punitifs imposés l'année dernière sur l'acier, l'aluminium et les machines. Ces droits ont eu un impact négatif sur les exportations, ce qui est toujours néfaste pour une industrie orientée vers l'exportation comme la nôtre. Les États-Unis sont en fait notre plus grand marché individuel. Cependant, nos exportations vers ce pays ont chuté de 12,7%, ce qui est considérable. Si la mondialisation a amélioré l'efficacité en répartissant la production entre différents pays,
L'interconnexion des chaînes d'approvisionnement a exposé les fabricants aux droits de douane, ajoutant ainsi de l'incertitude pour les investissements à long terme. Les entreprises recherchent toujours la prévisibilité. Elles recherchent des marchés stables où l'on peut planifier à l'avance, et tout ce qui s'est passé récemment fait disparaître cette fiabilité. Si l'on sait que la situation restera probablement stable au cours des 2 prochaines années, on peut prendre des décisions d'investissement. Même si les relations entre les 2 plus grandes économies mondiales s'améliorent, la reprise des chaînes d'approvisionnement prendra probablement des années, ce qui poussera les entreprises à chercher des moyens de se diversifier pour se prémunir contre de futurs chocs. En attendant, ERA Consulting, comme beaucoup d'autres entreprises, s'efforce de naviguer du mieux qu'elle peut sur ce terrain mondial semé d'embûches. Parlons de l'hantavirus. Le mystère s'épaissit autour de l'éclosion de l'hantavirus. Survenu à bord d'un bateau de croisière, Leo Shepard, identifié jusqu'ici comme le patient 0, ne serait peut-être finalement pas à l'origine de la propagation du virus. Écoutons la détail avec Étienne Malouin de TVA Nouvelles dans ce grand journal. Il y a encore beaucoup de questions entourant les cas de hantavirus à bord d'un navire de croisière. Je vous rappelle qu'il y a 3 personnes qui étaient à bord qui ont perdu la vie. Mais Étienne, celui qui a été identifié comme le patient 0 ne serait peut-être même pas à l'origine de l'éclosion. Des développements majeurs. Importante enquête du média français Libération. Yves, d'abord, une des 3 personnes donc, qui a perdu la vie malheureusement en raison de l'éclosion à bord de ce navire de croisière qui a quitté l'Argentine. Leo Shepard, un Néerlandais donc de 70 ans. Sa conjointe également a perdu la vie. Par contre, on apprend dans cette enquête du Libération qu'il n'a jamais été testé positif au hantavirus, qu'il est un cas probable, mais rien de confirmé. Et vous voyez cette carte pour bien comprendre la situation, parce que c'est ici, donc au sud de l'Argentine, que le navire de croisière a pris large. C'était le 1er avril dernier. Par contre, avant de prendre le navire, donc ce patient, cet homme de 70 ans qui est décédé à bord du navire de croisière, a été à plusieurs reprises, à plusieurs destinations au nord de l'Argentine, plusieurs visites. Ça va du 21 février jusqu'au 9 mars, donc durant un certain temps, visiter le nord de l'Argentine avant de se diriger vers le sud, où il a pris le navire de croisière. Et ce qu'on apprend, c'est que dans le nord donc de l'Argentine, on se trouve dans la province de Salta. À cet endroit, dans les derniers mois à peine, il y a eu une trentaine de cas répertoriés de hantavirus, 10 personnes qui ont perdu la vie. Et son passage donc dans cette période au nord de l'Argentine, c'est compatible avec la période d'incubation, parce que le hantavirus, période d'incubation de 2 à 4 semaines. Donc l'une des possibilités à l'heure actuelle qui est analysée, c'est que ce Néerlandais aurait pu attraper la maladie au nord, donc dans la première partie de son voyage, avant même de prendre le navire, alors que plusieurs pensaient finalement que c'était plutôt à Ushuaia, donc au sud de l'Argentine, qu'il aurait pu attraper le virus avant de monter à bord du navire de croisière. Donc une thèse supplémentaire qui est explorée, mais on comprend que partout à travers le monde, les différentes agences de santé tentent de faire la lumière, mais en retraçant donc le trajet de ce patient, on comprend qu'il y a d'autres possibilités. Il n'est peut-être pas nécessairement la personne à l'origine de cette épidémie à bord du navire de croisière. Tu le disais, c'est un développement important, peut-être un foyer d'éclosion, effectivement, dans ce secteur du pays. Pendant ce temps, Étienne, les autorités sanitaires surveillent un autre navire de croisière. Là, ce sont 1700 passagers qui sont confinés en France. Oui, il faut faire une distinction, Yves. Il n'y a aucun lien avec des cas de hantavirus. On parle d'une autre maladie. On parle plutôt de gastro-entérite. Donc, un navire de croisière, vous voyez les images, qui est présentement dans le sud-ouest de la France, à Bordeaux, parce qu'il y a un patient, donc un Britannique, un passager âgé de 90 ans qui, malheureusement, a perdu la vie dans les dernières heures. Et selon les premières analyses, il serait donc décédé d'une gastro-entérite. Et on parle également d'une 50aine de cas à l'intérieur donc du navire à l'heure actuelle. Navire qui est présentement à l'arrêt, en isolement. Donc, on parle de 2, maladies différentes, mais on parle en quelques temps à peine de 2 navires de croisière avec de nombreux cas de maladies à l'intérieur des murs du navire. Peut-être que les croisières auront moins la cote cet été. Merci. Peut-être bien. Merci, au plaisir, Yves. Vous suivez le Grand Journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas, Swag Radio on air avec du style. Alexa, open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24.
Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, info sans bavure, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'info. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite là-bas, au 299 Main Street, Everett, chiffré de 617, 294 1425. Brothers Café Créole, Delicioso. La Russie a procédé à un nouvel essai réussi du missile balistique intercontinental Sarmat. Vladimir Poutine a déclaré qu'il s'agit du système de missiles le plus puissant du monde, capable d'apporter une charge plus de 4 fois supérieure aux missiles occidentaux. Il atteindra plus de 35 000 km via une trajectoire suborbitale. Une démonstration de force claire dans le contexte des tensions avec l'Occident. Écoutons un reportage dans ce grand journal. Face à la politique agressive des pays occidentaux qui se préparent à entrer en guerre contre la Russie, Moscou continue de renforcer son potentiel militaire. L'armée russe a procédé avec succès à un tir d'essai du missile balistique intercontinental Sarmat. Le président russe Vladimir Poutine a souligné qu'il s'agissait du système de missiles le plus puissant au monde. Nous avons commencé à travailler sur ce système en 2011. En 2018, ces travaux, ainsi que les atouts des nouveaux systèmes de missiles stratégiques de nouvelle génération, dont le Sarmat, ont été présentés publiquement. Je voudrais rappeler ce dont il était alors question et quels sont les avantages de notre système le plus récent. Premièrement, il s'agit du système de missiles le plus puissant au monde. Sa puissance n'est pas inférieure à celle du système Voyevoda, actuellement en service dans nos forces stratégiques, et datant encore de l'époque soviétique, comme cela vient d'être rappelé. La puissance totale de la charge emportée dépasse de plus de 4 fois celle de n'importe quel équivalent occidental existant, y compris le plus puissant. Deuxièmement, et c'est le point essentiel, ce missile peut suivre non seulement une trajectoire balistique, mais également une trajectoire suborbitale, ce qui lui permet d'atteindre une portée de plus de 35 000 km, tout en doublant la précision et en garantissant la capacité de franchir l'ensemble des systèmes de défense antimissiles existants et futurs. Le Sarmat sera effectivement mis en service opérationnel d'ici la fin de l'année. Le chef de l'État a souligné que le lancement du développement de nouveaux types d'armements de ce genre était une mesure inévitable, motivée par le retrait des États-Unis du traité sur la défense antimissile. Ce nouvel essai du Sarmat vise à renforcer davantage les forces de dissuasion russes, garantes de la sécurité de l'État. Cela revêt une importance particulière dans le contexte de l'effondrement de l'ensemble du système de contrôle des armements initié par Washington. Coupe du Monde 2026, le compte à rebours a déjà commencé. Une étude alerte sur les risques de chaleur extrême. À un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde de la FIFA, plusieurs scientifiques et experts du climat tirent la sonnette d'alarme concernant les conditions météorologiques qui pourraient menacer la santé des joueurs, des arbitres et des supporters. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. À moins d'un mois de la Coupe du Monde de football 2026, des experts s'inquiètent de conditions de chaleur potentiellement dangereuses pour les joueurs. Le tournoi se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Selon une nouvelle étude du World Weather Attribution, le changement climatique a considérablement accru le risque de températures extrêmes ces dernières années. What we did in this study is that we compared the chances and the intensities of these events. Dans cette étude, nous avons comparé la probabilité et l'intensité de ces phénomènes aujourd'hui par rapport à celles observées lors de la dernière Coupe du Monde organisée aux États-Unis en 1994. Nous constatons que dans la plupart des sites, le risque de dépasser les 26 degrés de température mondiale est assez élevé. En moyenne, juillet est le mois le plus chaud de l'année pour la partie continentale des États-Unis. Au-delà d'un certain seuil, les températures extrêmes entraînent des risques pour la santé. Les directives utilisées dans le sport de haut niveau mettent en garde contre l'épuisement et les coups de chaleur. Ces risques s'aggravent considérablement.
Pour les seuils d'intensité que nous avons examinés, à savoir 26, 28 et 32 degrés, nous constatons une augmentation de 0,7 à 1 degré. Cela peut sembler insignifiant quand on parle d'1 degré, mais c'est en réalité un chiffre très important. Car vous pouvez imaginer que depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui, notre planète s'est réchauffée de 1,3 degré. Et nous constatons déjà des impacts généralisés qui touchent l'ensemble de la société, tant les systèmes humains que naturels. Pour faire face aux risques pour la santé des sportifs, les recommandations en médecine du sport préconisent des pauses de rafraîchissement obligatoires et une surveillance médicale accrue. Mais selon les chercheurs, les supporters pourraient courir des risques encore plus grands que les joueurs. Pour se rendre dans les stades, nombre d'entre eux devront passer de longues périodes à attendre à l'extérieur, parfois en plein soleil. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Haïti débat autour du décret électoral. Des citoyens soutiennent le seuil de 30 000 membres pour les partis politiques. À l'approche d'une décision cruciale du gouvernement sur l'adoption du décret électoral proposé par le Conseil électoral provisoire, CEP, le débat s'intensifie dans la capitale haïtienne au cœur des discussions. L'article imposant aux structures politiques de justifier d'au moins 30 000 membres pour être autorisés à participer aux prochaines élections. Reportage ici des télémétropoles dans ce grand journal. Ils sont nombreux à se retrouver sur cette place publique de Pétionville, chacun pour des raisons particulières. Ce début de semaine ne fait pas exception pour ces hommes et femmes contraints à l'inactivité par la violence. Dans cette ambiance empreinte d'inquiétude, ces citoyens, réunis en petits groupes, animent des discussions sur le fonctionnement du pays. La récente disposition du CEP concernant le nombre d'adhérents requis pour qu'un parti puisse s'inscrire au processus électoral est au centre de leurs échanges. Nous qu'on organise envers messieurs politiciens. Quand on a l'élection, avec eux, même lesquels longtemps, nous sommes dans campagne lesquels longtemps. Ça veut dire que nous sommes habitués avec les politiciens, ça est mobile. Mon cher, mais ça gagne. Décision où est un pays à prendre. C'est une bonne décision. Pour ça fait une bonne décision, trop parti politique dans le pays. Tant que nous avons moins de partis politiques, tant que nous avons réalisé des bonnes élections, tant que l'élection a fait attendre, nous n'avons pas gagné vacances. Donc on a une institution étatique et tout pays a pu bien marcher. Donc en effet, nous adhérons et nous d'accord avec décision ça pour que chaque parti politique ait une quantité de membres pour représenter. Si la plupart d'entre eux ne se disent pas encore prêts à devenir membres d'un groupement politique, ils voient cette mesure du Conseil électoral d'un bon œil. Selon eux, cette exigence diminuerait considérablement le nombre de partis existants, réduirait la quantité de candidats en lice et faciliterait le choix de la population par rapport au scrutin précédent. Les personnes interrogées encouragent l'adoption de ce décret électoral, tandis que d'autres prônent même une augmentation du quota. Moi-même, ça m'a dit avec KEPA, même 30 000 membres de voter pour politique. 30 000 membres de politique, KEPA a demandé au parti politique, il est capable d'accepter. Parce que les gars, 50, 40. Les Sahara, nous n'avons pas une série de partis qui a beaucoup de choses. Je ne peux pas plus rien, c'est le pays. Ça t'a rendu que quelqu'un qui t'a dit que c'est leader politique, lorsqu'il n'a pas une quantité, l'État n'a pas 50 000. On a passé le même pays ou même. Je ne vais pas l'exagérer, mais on a quand même mis le même 50 000. Parce que 50 000, là, pour même pas 50 000, il n'a pas faire inscription. Lorsqu'il n'a pas une quantité, il n'a pas une inscription. Et laisse ça tout, chaque monde qui est dans un parti politique, il a gagné un 4. Et pour ces leaders, il doit gagner un 4. 4 là, lorsqu'il a un si on a des 4 dans le parti politique dans le poche, des 4 ça, on va arrêter parce qu'il y a une fraude. Alors que le gouvernement envisage de publier ce décret dans le Moniteur, les citoyens interrogés sont presque unanimes quant aux avantages potentiels. Il lie d'ailleurs la grande criminalité qui s'installe dans le pays au pullulement incontrôlé de structures politiques hors normes. Seuls quelques rares intervenants estiment au contraire que cette disposition ne changera pas grand-chose. C'est parti politique même qui sont priés ça qui est là. Et il a continué, ça qui vient à 50, même dans les 60 000. 60 000, nous avons gagné pour représenter comme une parti politique.
c'est ça même pour elle, me camper d'elle et m'a avec lui. Il s'agit jusqu'à présent du point suscitant le plus de réactions dans ce document, servant de cadre à l'organisation des prochaines joutes électorales. Cette question divise les acteurs politiques. Certains soulignent que cette disposition arrive trop tard, intervenant après l'enregistrement des groupements par le Conseil, tandis que d'autres mettent en garde contre toute décision visant à favoriser une élite au détriment de la majorité. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. À Keskov, face à l'urgence sécuritaire, une journée de réflexion pour envisager des solutions durables. Dans un contexte marqué par une dégradation persistante de la sécurité, l'initiative citoyenne Mobilisation pour sauver Keskov a organisé une journée de réflexion consacrée à la situation sécuritaire dans la commune. Cette rencontre a réuni des leaders communautaires, des représentants de la société civile, des autorités locales, ainsi que les membres de la diaspora, tous animés par un objectif commun, trouver des pistes concrètes pour restaurer la paix et la stabilité dans cette zone stratégique située sur les hauteurs de Port-au-Prince. Écoutons les détails dans ce grand journal signé Téléguinéen. L'hébergement que nous-mêmes nous faisons au niveau communal et pour nous capables d'aider, supporter et encourager pendant un moment difficile que nous avons traversé. Mais parce que nous avons toujours continué à faire résistance, nous avons toujours continué à demander dans le plus haut niveau de l'État pour opération, continuer surtout au niveau des sections communales, Belo, zone Viard 1, Viard 2, et zone Tête Cavri, zone Nankoupi, et pour arriver jusqu'à Godé, pour permettre que vous capable voyons un signal clair pour montrer à la population que il y a un travail qui a fait pour capable retourner la caillou. Et nous avons une zone sous ça et tout, en pile dans zone là, en pile monsieur bandi yo toujours occupé zone ça. Parce que c'est important pour nous continuer solliciter et des interventions au niveau de Kafou Combit, au niveau de Obléon, et pourquoi pas arriver Kafou Badjo, pour arriver juste sur Nouvelle Touraine, pour permettre que yo démanteler monsieur Bandi ça qui passe. C'est ainsi que prend fin le grand journal pour ce jeudi. Et avec Arlich Torellas, depuis le studio de Swag Radio de la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, avec du style, mais avant de partir, couleur du temps. La météo à Boston pour ce jeudi 14 mai 2026 prévoit une température maximale de 60 degrés Fahrenheit et une minimale de 50 degrés Fahrenheit. Le temps est fortement marqué par des fortes pluies et des risques d'averses locales intenses tout au long de la journée. Probabilité de pluie 90% en journée. Des bandes de pluie torrentielles traversent la région, surtout à l'après-midi. Vent souffle de l'est à environ 10 km par heure, très élevé, mesuré à 83%. Pour ce aujourd'hui, il vous faut un parapluie. Pour présenter le grand journal Arlich Torellas, c'était là avec vous, au studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Passez un excellent jeudi. Passez la commande à Alexa. Alexa, on paye Swag Radio pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Les infos se cassent sans bavure, c'est l'affaire de P-News Info. La vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, bonneuse café créole. Et le Delicioso, la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett. Chiffré de 617 214 14 25. Bonneuse café créole de Place to Be. Le Zoom, tous les dimanches sur la chaîne 882. Comcast Boston 1045. Notre show, décryptage avec des contributeurs. Dr. Ola Joseph, professeur Bouli Setelo, présentateur Arlich Torellas. Joyeux jeudi. Au revoir. À demain.